dois t'avouer que je suis un peu stressé, je sais pas comment m'y prendre, j'ai jamais fait ça moi. Ça va bien se passer, c'est facile à dire pour toi, tu fais ça depuis longtemps. Parler avec le cœur, mais qu'est-ce que ça veut dire parler avec le cœur? Bien sûr que je porte la science dans mon cœur, mais les gens, ça les ennuie, ça les intéresse pas la science. Oui je me doute bien que ce soit à moi d'essayer de leur faire aimer, mais comment faire? Comment faire pour rendre la science moins intéressante, moins inutile ou qu'elle ne paraisse pas compliquée? C'est bon, t'es prêt? Allez là, l'heure tourne, on a encore l'émission du présentateur à tourner. J'arrive, oui, j'arrive. Bon, je dois te laisser, je crois qu'on va commencer, mais on se voit toujours après mon émission? Ok, super, souhaite-moi bon courage, à tout à l'heure. Allez en place, on tourne dans 3, 2, 1, go! Attendez, où est-ce que je dois lire qu'est-ce que je dois lire? Juste devant toi, le prompteur. Allez, on tourne, 3, 2, 1, action! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format tourné autour de la science. Coupez! Allez, essaye d'y mettre un peu plus de cœur, bordel, il faut les séduire, les spectateurs. Du cœur, mais pourquoi tout le monde parle de ça là? La science ne parle pas avec le cœur, elle s'exprime avec la raison et la logique. Peu m'importe, donne-nous plus d'énergie, de vivacité. Et si tu veux pas y mettre du cœur, mets-y de la passion. Hein. De la passion? Ça je peux essayer, on peut faire de la science avec de la passion. On y retourne en 3, 2, 1, ça tourne. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau format tourné autour de la science. Aujourd'hui, nous allons parler de la physique. Non pas du physique, mais de la physique en général. Plus simplement, la nature et tous ses mystères. Parfait, garde cette énergie. On reçoit maintenant notre premier invité, Philippe Zicquereau, professeur d'astrophysique et de physique des particules au CERN. Parfait. Stop, arrêtons, ça va pas le faire, je vais pas y arriver. Qu'est-ce qui se passe encore? Je sais pas faire, j'y arriverai pas, je suis pas présentateur, je sais pas animer, puis encore moins faire des interviews intéressantes. Et puis la science, ça peut pas s'apprendre de cette façon. Bordel, tu veux pas juste suivre les instructions? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais la science, c'est partout, c'est tout le temps, tout autour de nous. C'est pas juste un métier, on n'a pas besoin de diplôme pour faire de la science. La science, au final, c'est juste observer, regarder le monde, se poser des questions et essayer d'en chercher la réponse avec le plus de logique, de cohérence et de raison. Et qu'est-ce qu'il propose, le raisonner? On peut pas juste faire un essai. Pour ma première émission, j'aimerais bien essayer de le faire à ma manière. Vous m'énervez à vouloir faire comme vous voulez. On a une émission à tenir, nous. On a des investisseurs à enrichir et des actionnaires à rendre heureux. Écoutez au moins ce que je propose. Je pense que pour faire de la science, pour la partager et l'apprendre, il n'y a pas de meilleure façon que de se poser des questions et d'essayer d'y répondre. Peut-être que je me trompe, oui, mais au moins je pense que ça ennuiera moins le spectateur. Ah, c'est bon, j'en ai marre. Faites comme vous voulez, débrouillez-vous, vous avez la caméra, moi je me casse. Il est pas fameux votre producteur. Bon. Allez, on se lance, on va y arriver, ça va bien se passer. Il faut surprendre et intéresser le spectateur. Faisons d'abord un peu de ménage. Il y a aujourd'hui environ 8 milliards d'êtres humains sur Terre. C'est un 8 suivi de 9 zéros. Il vous faudrait gagner un peu moins de 11 000 euros par jour depuis la naissance du Christ pour espérer atteindre ce chiffre. C'est grand. Mais savez-vous combien de bactéries porte le corps humain? En comptant celles qui se trouvent à l'intérieur de nous et sur notre peau, on arrive à un peu moins de 40 trillions de bactéries. Cette fois, c'est un 4 suivi de 13 zéros. C'est 400 fois plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie, sur notre seul corps. Nous sommes donc tous, individuellement, notre propre galaxie. Mais cette quantité n'est encore rien comparée au nombre d'insectes sur Terre. Il y en a environ 10 quintillions. Et voilà à quoi ressemble ce nombre. Un 1 suivi de 19 zéros. Si tous les humains mangeaient 1000 insectes par jour, il nous faudrait environ 3425 ans pour manger tous les insectes qu'il y a sur Terre aujourd'hui. Il y a 3425 ans, voilà à quoi le monde ressemblait. Et voilà à quoi vous ressembliez. Mais nous sommes encore très loin de la quantité astronomique d'atomes présents dans l'univers, les blocs fondamentaux de la matière. On approche environ les 10 puissance 80 atomes. Vous l'aurez maintenant compris, ce nombre est immense. Un 1 suivi de 80 zéros. Il n'y a même pas de nom simple pour ce nombre. Alors, j'ai une proposition. Appelons ça un atomillion. Ainsi, nous pensons au centre de l'univers, l'espèce prédominante. Pourtant, on a l'impression que l'observation nous crie le contraire. Nous ne sommes qu'une tache sur un linge. Il suffit de nous passer à la machine pour nous faire disparaître. D'ailleurs, une machine consomme à peu près 60 litres d'eau à chaque cycle. C'est environ 10 puissance 27 molécules d'eau à chaque lavage.
Waouh, quelle attraction pour toutes ces molécules. Wouh. Au quotidien, nos sens humains, faibles et peu fiables, ne nous permettent pas de voir toute cette multitude qui existe autour de nous. Mais heureusement, la science est là pour nous permettre de voir au-delà de nos sens. Mais alors, dans ce monde trop grand pour être abordé et trop petit pour être sondé, nous pensons juste au milieu, les seuls dans notre condition. Mais alors, le sommes-nous vraiment? Voyons voir. À l'heure actuelle, nous n'avons observé qu'une infime partie de l'univers. Nous avons répertorié quelques dizaines de milliers de galaxies et quelques milliers d'exoplanètes. Alors, cela est-il suffisant pour affirmer que nous sommes seuls dans l'univers? Imaginez que vous remplissez un verre avec l'eau de l'océan. S'il n'y a aucun poisson dans l'eau que vous venez de collecter, pourrez-vous conclure qu'il n'y a aucun poisson dans l'océan? Cela semble absurde. C'est exactement ce que s'est dit le physicien italien Enrico Fermi en 1950. Alors qu'il discutait avec des amis, il a fait remarquer: s'il y a d'autres civilisations intelligentes dans l'univers, leurs traces devraient déjà se trouver sur Terre. Mais alors, où sont-elles? Peut-être avons-nous seulement mal cherché. Ou alors la réponse est seulement que ces espèces se cachent et ne veulent pas être découvertes. Nous ne pouvons rien affirmer pour l'instant. Nous ne pouvons faire que des hypothèses. Il faudra attendre une observation claire pour confirmer ou réfuter l'existence de civilisations intelligentes. Pendant ce temps, d'autres scientifiques comme Frank Drake en 1961 essaient de construire une méthode statistique pour estimer le nombre de civilisations intelligentes. Grâce à une équation qui prend entre autres comme paramètre le nombre d'étoiles et d'exoplanètes pouvant abriter la vie qui se forment par an, ou encore le pourcentage de ces planètes qui veulent bien communiquer avec l'extérieur, Drake et son équipe sont arrivés au nombre de 10 civilisations intelligentes qui peuvent potentiellement exister dans notre galaxie. Mais tout ceci n'est que théorie et supposition. Seule l'observation nous confirmera nos idées les plus folles. Voilà le secret. Observer, observer, observer et encore observer. C'est la seule forme de vérité. Pourtant, il faut parfois réussir à voir plus loin que la simple observation. Tenez, quel est le point commun entre ça et ça? Non, ce n'est pas que tous les deux sont capables de jouer avec de la merde. À vrai dire, ces deux espèces partagent presque 99% de leur ADN. Mais alors, comment sommes-nous arrivés à cette conclusion folle? À première vue, l'observation ne nous laisse pas penser qu'il y ait de points communs entre ces deux-là. Et bien justement, il a fallu de nombreuses observations et beaucoup de réflexions pour affirmer cette vérité. C'est quand les observations semblent contradictoires et incohérentes qu'il faut aller chercher par-delà le superficiel, qu'il faut sonder en profondeur et parvenir à se détacher de nos biais et préjugés humains pour voir ce que la nature nous révèle réellement. Pourquoi est-ce que j'entends le son mais je ne le vois pas? Pourquoi est-ce que je sens la température mais je ne la sens pas? Pourquoi est-ce que je vois la lumière mais ne l'entends pas arriver? Vous voyez, parfois il ne faut pas se fier à ses sens et seulement les questionner. Le soleil se lèvera-t-il demain? Vous n'en avez aucun doute, puisque vous l'avez observé tous les jours depuis votre naissance. Mais si nous posons la même question dans 5 milliards d'années, la veille de l'extinction du soleil, en serez-vous toujours sûr? Il faudra l'observer cette fois pour s'en assurer. Des centaines d'ondes variées font plus de 7 fois le tour de la Terre chaque seconde. Pendant ce temps-là, vous avez cligné des yeux 5 fois. Plus de 3000 étoiles et environ 5 bébés sont nés. Rendez-vous bien compte de tout ce que vous ne pouvez pas observer. Et donc de tout ce que vous ignorez. Oh là là, tous ces nombres et toutes ces possibilités me donnent le tournis. Comment démêler tout ça? N'est-il pas possible de trouver une méthode d'étude et de compréhension claire et sans ambiguïté de tout ce qu'on observe? Une sorte de langue à travers laquelle on pourrait comprendre l'univers? Bah si, ça existe. Et ça s'appelle les mathématiques. Ne vous inquiétez pas. Des personnes bien moins ennuyantes que vous et moi se sont déjà posé toutes ces questions et eux-mêmes se sont dit qu'il serait plus facile de vivre si on pouvait compter, représenter, expliquer, détailler et prédire les myriades d'événements qui se produisent au quotidien à chaque instant de notre courte vie. Au début, il fallait être capable de savoir si un animal de notre troupeau ou un habitant de notre village n'avait pas disparu pendant la nuit. Ainsi sont apparus les nombres, qui permettaient de garder compte précisément des choses. Ensuite, avec l'extension du commerce, les multiplications, les divisions et les pourcentages sont apparus. En s'enrichissant, nous voulions maintenant construire des bâtiments, des structures plus grandes, plus ambitieuses, plus originales. Alors, pour que tout cela tienne en place, la géométrie est venue nous sauver. Au fur et à mesure que nous étions capables de représenter les choses simples et courantes de la vie et de notre quotidien, à travers l'algèbre et la géométrie de base, les esprits se sont tournés vers des concepts plus abstraits, moins communs, et qui demandent plus de réflexion que la simple observation. La lumière, la matière, l'univers, les maladies, la nature. Dorénavant, pour comprendre l'entièreté de la langue dans laquelle s'exprime la nature, il nous fallait découvrir un vocabulaire et une syntaxe plus précises, plus
plus développée. Tenez, prenez cet exemple. Pourquoi les choses tombent-elles toujours en direction de la Terre? Et pourquoi tournons-nous autour du Soleil? Et pourquoi la Lune tourne autour de la Terre? Des observations plutôt simples et communes que personne ne réfute. Pour autant, il a fallu attendre le XVIIe siècle et le génie de Sir Isaac Newton pour avoir une réponse à cette question. Grâce à lui et l'invention de nouveaux outils mathématiques qui permettent de rendre compte de l'évolution des choses les unes par rapport aux autres, nous avons été capables de répondre à ces questions phénoménales qu'on se posait depuis l'aube de l'humanité. Et puis parfois, la théorie et les hypothèses précèdent l'observation. Au XIXe siècle, certains mathématiciens un peu fous développent la théorie des espaces courbés. Comment décrire le mouvement et les déplacements dans un espace qui n'est pas plat? D'abord rangé au rang de fantaisie, de lubie, car n'ayant trouvé aucune utilité ou n'ayant été jamais observé. Cette théorie se verra être utilisée efficacement par un physicien encore plus fou, qui s'imagine chevaucher la lumière. Je parle bien évidemment d'Einstein et de sa théorie de la relativité. La force de la théorie d'Einstein est de décrire quelque chose que nous n'observons pas directement, mais qui pourtant est la fabrique de notre réalité. Le XXe siècle est l'exemple parfait de la folie en mathématiques et en sciences en général. On théorise des idées folles et complètement ahurissantes, et quelques années plus tard, on leur trouve une utilité, ou encore mieux, on observe leur existence. Mais bon, dans tous les cas, l'observation reste toujours la preuve ultime de notre vérité. Quand on observe le monde, de nombreuses choses s'ouvrent à nous. Certaines peuvent être comprises aisément, quand d'autres demandent plus de réflexion, plus d'observation et d'inspection. Des fois même des hommes et des femmes capables d'imaginer et de réfléchir en dehors de leur sens. Il arrive même parfois que nous n'ayons pas de réponse à nos observations. Qu'est-ce qui compose 95% de l'univers? Comment se fait-il qu'une chose puisse être particule et onde à la fois? Pourquoi rêvons-nous? Ou bien, plus simplement, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Nous n'avons aujourd'hui pas de réponse à certaines de ces observations, que des hypothèses et des suppositions. Néanmoins, il ne fait aucun doute que ces questions sont bien réelles. Mais c'est pas grave de ne pas avoir la réponse. Parfois, il faut juste accepter notre ignorance. C'est aussi ça le dur travail de la science. Mais n'est-ce pas justement aussi sa beauté? Tant qu'il y a une question, il y a de quoi vivre. Alors, continuons de ne pas savoir afin de toujours chercher à comprendre. Bon, je crois que toutes ces observations et tous ces questionnements nous ont bien fatigués. Alors, allons dormir, allons rêver afin d'encore une fois nous réveiller sous les étoiles. Mais puis, n'oubliez pas, apprendre c'est comprendre, comprendre c'est se questionner et se questionner c'est exister. Bye bye. Pardon, je suis en retard. Votre producteur m'a lâché au début de l'émission, j'ai dû finir tout seul. Mais Adrien n'est pas là? Non, il a eu un empêchement, il viendra pas. Je crois qu'il est bien occupé en ce moment entre son livre et la nouvelle émission. Ah dommage, mais on va quand même pouvoir faire ce qu'on voulait faire juste tous les deux? Non, ne t'inquiète pas, on organisera une réunion tous les trois la prochaine fois. De toute façon, j'ai une émission à tourner dans 1 heure avec un peintre. Chimel Nage, tu te rends compte de ce prénom? Tu sais tout, tous les artistes sont des cas particuliers, hein, c'est ce qui fait leur talent. Alors j'espère juste que ça sera plus intéressant que les dernières interviews. J'ai encore le président en travers de la gorge. Bref. Alors, c'était comment toi ta première émission? Tu te sens mieux, beaucoup moins effrayé et stressé pour les prochaines? Une fois que le producteur est parti, je me sentais bien plus à l'aise. J'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé. Je m'en suis plutôt bien sorti, je dirais. En tout cas, j'ai parlé de tout ce que je voulais. C'est super! Après, je vais pas te cacher, hein, le producteur m'a appelé. Je crois qu'il est vraiment pas content. Il est un peu énervé même. Il aime pas du tout ce nouveau format. Il arrête pas de me dire qu'il n'arrive pas à remplir ses quotas et que les investisseurs arrêtent pas de lui crier dessus. Puis il faut dire que vous lui rendez pas la tâche facile avec Adrien. C'est vrai que j'ai peut-être pas été assez conciliant. Mais bon, c'était trop sérieux, trop carré, trop formel ce qu'il avait préparé. Je me sentais pas de parler de science dans ce contexte, tu me comprends? Oui, je te comprends. Hein. Il m'a aussi fallu quelques temps avant qu'il me laisse faire les émissions comme je l'entendais. Enfin, tant que ça marchait. Hein. Mais bon, tu te sens beaucoup plus confiant maintenant que tu as vu comment c'était la première fois? Ah oui, beaucoup plus confiant. La première fois est toujours effrayante, mais une fois que tu te lances, la motivation vient d'elle-même. Après, je peux pas m'empêcher de me demander si ce qu'on fait sert vraiment à quelque chose. Bien sûr que ça sert à quelque chose, n'en doute pas. Tu sais, moi aussi j'avais mes doutes au début. Et puis, après quelques temps, je me suis rendu compte d'une chose. Même si notre travail ne porte pas ses fruits aujourd'hui, même s'il n'est pas reconnu immédiatement, peut-être que dans quelques mois ou quelques années, les gens comprendront enfin ce qu'on essayait de faire. C'est comme un livre qui ne se vend pas au moment de sa publication. Tu sais, avec les années, les évolutions et les changements, ce même livre inconnu devient une référence de son genre, un exemple de la réflexion humaine qui a existé à son époque. Oui, je vois. Il ne faut pas se concentrer sur le résultat immédiat. Tu sais, les évolutions sont constantes, mais elles prennent du temps pour qu'elles soient observées. Et puis,
même si personne ne nous écoute, on aura au moins fait l'effort de partager ce qu'on pensait être bon et bien pour la société. C'est déjà plus que beaucoup de personnes. Hein. C'est vrai, faut être patient et en même temps continuer d'agir en accord avec nos principes et nos valeurs. C'est exactement ça. Tu sais, on trouvera toujours des gens qui diront que c'était mauvais, inutile ou une perte de temps ce qu'on a essayé de faire. Mais c'est pas grave. Notre rôle, c'est pas forcément de plaire. C'est avant tout de faire bouillir les idées, partager les faits, les observations, faire avancer la réflexion au final. Et puis, je vais te dire une chose. Je pense que c'est même mieux si ça choque ou si ça déplaît. Parce qu'au fond, ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser, quelque chose à discuter, quelque chose à débattre. Mais c'est exactement ça qu'on veut, non? Tu as raison, faut pas perdre espoir. Mais tout de même, tu me sembles bien plus lucide que moi sur tous ces sujets. J'ai aucun secret ou formule magique, hein. Tu sais, juste l'expérience, encore l'expérience et une nouvelle fois l'expérience. Et puis aussi beaucoup de temps à réfléchir. C'est tout ce qu'il faut pour se sentir plus à l'aise et légitime de partager ce qu'on a. Bon, en tout cas, j'espère t'avoir recaqué un petit peu. N'hésite pas à m'appeler si tu as un problème. Là, il faut que j'y aille, il faut que je finisse les préparations de mon émission. Mais on se tient au courant pour la prochaine réunion avec Adrien. Je me sens mieux, merci. C'est quand même dur de trouver la motivation quand personne t'écoute. Bon, allez, chassons ses pensées. Ma seule mission est d'être compris alors. Allons-y. Qu'est-ce qu'il dit déjà pour se donner de la force? Ah oui, on n'a peut-être pas appris grand-chose aujourd'hui, mais au moins on s'est posé la question.